Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon? Donc je vais commencer, on commence à l'heure parce qu'on est un peu serré au niveau du timing, on va devoir terminer dans 1 heure et demie, donc pour 5 heures assez exactement parce que ça suit avec une exposition du Festival Chahut. Je vais commencer très très vite par les merci. Du coup, merci déjà à vous toutes et à vous tous d'être là cet après-midi. Merci à la Halle des Douves de nous accueillir et notamment à Seb qui nous a aidés pour les chaises et les samias. Et d'ailleurs, on dira pas non à votre aide derrière pour ranger toutes les chaises, etc. Vu qu'il va falloir qu'on le fasse assez vite. Merci du coup à toute l'équipe de la commission BigConf de l'UPB avec qui on a organisé ça. J'en profite d'ailleurs pour vous faire un appel. Les commissions de l'UPB, notamment la BigConf, on aurait bien besoin d'un peu de monde en plus pour l'année prochaine. Là, cette année, on a organisé une rencontre avec Pierre Carl et Usul, c'était en février, et celle-là aujourd'hui. Il y en a quelques-unes encore qui sont dans les cartons pour l'année prochaine, donc n'hésitez pas à venir me voir, nous voir. On est quelques-uns et tout pour qu'on puisse prendre vos contacts si vous voulez participer pour l'année prochaine. Que dire d'autre? Ça va se passer, en gros, on va faire 1 heure d'échange tous les trois et après on fera une demi-heure d'échange avec vous, avec la salle. Voilà. Du coup, merci à vous deux, du coup, Bernard et Mathilde, d'être là. Du coup, on a appelé cette Big Conf Comprendre l'histoire du mouvement ouvrier pour sortir de l'impuissance actuelle. On avait envie de commencer du coup cette Big Conf par vous demander est-ce que déjà vous souscrivez au titre et en quoi c'est important de parler de l'histoire du mouvement ouvrier. J'ai envie de dire notamment aujourd'hui, on peut peut-être commencer par toi, Mathilde. Bonjour à tous, oh, ça fait vachement de bruit. Bonjour à tous et c'est super de vous voir tous là. Alors oui, effectivement, l'histoire c'est hyper important pour sortir du blocage présent. Il y a un indice, hein, tout simplement, regardez combien l'histoire du mouvement ouvrier sort des manuels scolaires, des programmes. Je veux dire, si c'était pas un petit peu important, ça resterait en fait. Alors que maintenant, finalement, les élèves, ils font l'histoire du mouvement ouvrier allemand. C'est-à-dire qu'on ne fait plus la révolution russe, on ne fait plus la commune, on ne fait plus 48, mais on fait le réformisme allemand. Bon, il y a un tout petit peu de Spartacus, mais ça ne va pas très très loin. Donc c'est vrai que la disparition de l'enseignement de cette histoire, à contrario, montre son importance. Et si ça disparaît, ce n'est pas complètement un hasard. Alors, c'est effectivement très important de faire l'histoire du monde et du mouvement ouvrier, des luttes, etc., à condition de le faire correctement, hein, parce que toute histoire, enfin, c'est pas parce qu'on parle de Louise Michel qu'on fait forcément de l'histoire émancipatrice. Et inversement, on peut très bien faire une histoire émancipatrice en parlant de Louis XIV. C'est finalement la démarche qui est émancipatrice, c'est pas le sujet. Parce qu'on peut aussi faire une histoire du mouvement ouvrier ou des luttes ouvrières qui gomme complètement finalement ce qui est propre à l'émancipation dans ce mouvement. Ça donne, on fait une histoire des grands héros, ou alors on fait une histoire que des échecs. Le mouvement ouvrier, on peut le raconter que par des échecs. Dans le genre, ça vous coupe les pattes, dans un mouvement présent, c'est assez efficace. Ou alors, ça donne, De Gaulle a créé la sécurité sociale. Mais alors pourquoi se faire chier à faire un mouvement ouvrier puisque finalement la réforme s'y substitue très bien. Donc il y a moyen, hein, et c'est souvent ça qu'on nous enseigne. À côté de ça, évidemment, il faut réussir à faire une histoire du mouvement ouvrier, mais pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle serve de combustible, parce que c'est ça en fait, l'histoire des luttes, l'histoire du mouvement ouvrier, l'histoire des rêves, c'est un combustible pour le présent. Mais pour qu'elle joue ce rôle, il faut que ce soit une histoire qui soit pensée comme émancipatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire d'abord une histoire de tous ces acteurs, c'est-à-dire pas seulement les dirigeants, pas de l'État, hein, pas de la réforme sociale, mais des mouvements et des organisations syndicales, mais pas que. Et il faut faire l'histoire des ouvriers, des ouvrières, des travailleurs immigrés, alors que très souvent l'histoire du mouvement ouvrier, c'est que les ouvriers français et les hommes. Il faut faire une histoire des grands mouvements, c'est très important, mais il faut faire une histoire de toutes les petites résistances. C'est super important, les perruques, le turnover. Vous savez, les perruques, c'est quand ils fabriquent sur les lieux du travail avec les matières premières, des objets pour eux, en fait.
le turnover, les mini-ralentissements, les stratégies où les ouvriers vont tous les uns après les autres aux toilettes et il reste des heures pour ralentir. Enfin, il y a 1 milliard, tout ça, il faut le raconter, parce que c'est dans ces petites luttes aussi que se fait l'empowerment, la dignité, etc. Donc il faut raconter ça. Il faut aussi raconter tous les futurs non advenus du monde ouvrier, tous les projets en 1848, j'espère que j'en reparlerai, parce que j'aime bien 1848, il y a énormément de projets, de rêves, d'idées. Ils n'ont pas donné quelque chose, mais ils sont là. Et en fait, d'une certaine façon, l'histoire du mouvement... Il y a aussi un roman national du mouvement ouvrier, genre, bon, les canuts, ok, on met les canuts. D'ailleurs, on ne parle pas des ovalistes, on met que les canuts, donc les hommes. Et après, pof, on saute à la CGT, et après, pof, voilà, et puis après, ça s'effondre. Ça, c'est Mais en revanche, si on commence à faire une histoire un peu plus émancipatrice, par en bas du mouvement ouvrier, on a une kyrielle d'organisations, ça va dans tous les sens, des projets, ça apparaît, ça disparaît. Et ce qui fait que maintenant, on a l'impression, on dit finalement c'est mort, il y a des luttes éparses, des projets utopistes, voilà, c'est fini, le mouvement ouvrier c'est fini, avant c'était le grand, avec plein les drapeaux rouges, et ils étaient des centaines de milliers dans la rue. Mais si on se rend compte qu'en fait ça, c'est pas si vrai que ça, et qu'il y a eu plein d'autres choses, et que c'est pas finalement ce que l'on interprète maintenant comme un affaiblissement parce que c'est une atomisation, parce que les choses sont éparses, et ben en fait ça a toujours été l'histoire du mouvement ouvrier. Et donc en fait ça déculpabilise aussi, ça permet de mieux accepter. Donc évidemment c'est très important. Bernard, du coup, même question. Même réponse. et en faisant écho à ce que tu as dit, Mathilde, c'est-à-dire que l'important, ce n'est pas l'objet de l'histoire, mais c'est la façon dont le récit est construit. Et est-ce que ce récit est un récit qui montre l'émancipation? Je crois que le mot que tu as utilisé là est décisif. Je voudrais faire un petit test. Combien d'entre vous ont vu le film de Ken Loach qui s'appelle L'Esprit de 45? Oui. Combien de vous ont vu un film de Ken Loach? Voilà. C'est la démonstration que ce n'est pas l'objet qui importe, parce que Ken Loach ne parle que du mouvement ouvrier. C'est la façon dont c'est fait. Les films de Ken Loach, il faut y aller avec un mouchoir. Ce sont des films qui montrent les travailleurs défaits. C'est des victimes. Sauf l'esprit de 45, qui montre un peuple vainqueur. Ça, c'est pas autorisé. Du coup, pour enchaîner, on va pas faire l'histoire du coup du mouvement ouvrier de son début à la fin de manière didactique, etc. On va se balader un peu dedans. Vous demandez du coup, est-ce que vous auriez en tête un événement ou une période qui vous paraît particulièrement importante dans l'histoire du mouvement ouvrier que vous auriez envie de choisir comme ça et parler à tout le monde? Je sais pas lequel de vous deux veut commencer. Ouais, Mathilde? Ouais, j'en ai un. Est-ce que ça serait pas 1848? Si. C'est 1848. Ouais, non, c'est vrai parce que 1848, c'est peu étudié. Dans le genre, ça disparaît, ça se pose là. Et puis souvent, quand on connaît 1848, on connaît le suffrage universel, masculin. D'ailleurs, en général, on dit suffrage universel. Et, allez, l'abolition de l'esclavage. Et puis, à la limite, le droit au travail et les ateliers nationaux. Voilà, c'est ça en gros qu'on sait. C'est-à-dire qu'en fait, on vient d'enlever justement toute la richesse du mouvement ouvrier qu'il y a en 1848. Parce que les maîtres mots en 1848, mais pas seulement dans... Enfin, si je veux mettre l'accent dessus, les maîtres mots à l'époque, c'est organisation du travail et association. Mais ça, en fait, ça a été pour partie oublié, c'est très peu enseigné et c'était très peu présent. Alors que c'est juste génial ce qui s'est passé en 1848. Alors, je raconte un peu. Voilà, pour vous remettre dans l'ambiance, donc 1848, l'industrialisation elle est naissante, on n'a pas encore de très très grosses usines, mais ça commence doucement. Il y a surtout en fait des ateliers un peu atomisés en milieu rural et urbain, mais avec une main d'œuvre de prolétaires à l'intérieur, donc dépossédés des biens de production.
avec des temps de travail super longs, des journées de 12, 15, 16 heures parfois, aucune législation sociale, aucun droit social, avec des systèmes dégueulasses comme le marchandage, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une forme, enfin, il y avait un patron qui demandait à différents ateliers de faire une tâche, et en fait, il le mettait comment dire, au marchandage, c'est-à-dire que c'est celui qui proposait le prix le moins cher pour réaliser cette tâche qui emportait le boulot. Résultat, le chef d'atelier qui avait, ça existe toujours, ouais, c'est les appels à projets, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais sauf que là, et il le répercutait à mort sur les. Mais à l'époque, c'était. Et ça, voilà, il y avait ça, il y avait le livret ouvrier qui suivait l'ouvrier un peu partout. Bon, donc un système pas très, pour le moins peu favorable au monde ouvrier. Le monde ouvrier qui s'était fait complètement écraser et on avait enjoint à se fondre dans la sans-culoterie pendant la Révolution française, parce que le mouvement ouvrier, il y en a hein, pendant la Révolution française, mais on les a en fait, on les a coincés. La sans-culoterie, c'est une association de consommateurs, c'est pas une association de travailleurs. Donc la sans-culoterie, elle va faire disparaître le mouvement ouvrier, elle va le faire disparaître, alors qu'au même moment, en plus, la loi Le Chapelier interdit les associations. Donc le mouvement ouvrier, qui était naissant sous la Révolution française, est écrasé. 1830, ils se font voler leur révolution. 1840, de très grandes grèves, hein, il y a des manifs avec 100 000 personnes à Paris, et pas selon la police, hein, je veux dire, vraiment, il y avait 100 000 personnes, ça ne tient pas la route très longtemps. Et 1848, là, ils réussissent Et 1848, là, ils réussissent vraiment à s'imposer pendant pas très longtemps, quelques mois, mais quelques semaines même. Mais il y a tout un moment où les maîtres mots, c'est organisation et association. Et en fait, c'est ce qui est terrible, c'est ça, parce qu'on connaît en général le décret du 25 février de Louis Blanc qui donne le fameux droit au travail. Mais en fait, dans ce décret, le truc le plus important, c'est la fin de la phrase. Le droit pour les travailleurs de s'associer pour se partager le bénéfice du travail. Ça, c'est très peu cité. On prend toujours le début qui est le droit au travail. Ce qui fait qu'en fait, en 1848, on a enterré la loi Le Chapelier et on a permis l'association des travailleurs. Et ils vont s'en saisir. Ils l'avaient fait un peu avant par les mutuelles, hein, mais là, ils vont pouvoir faire vraiment des associations de travailleurs. Et les projets sont à la fois les projets et les quelques réalisations, parce qu'il y a plusieurs, les travailleurs de Clichy, des tailleurs, il y en a une Kyrielle, hein, comme ça, ils vont véritablement monter des associations, ils vont imposer à leurs patrons des contrats collectifs, c'est-à-dire qu'entre eux, ils vont négocier les niveaux de salaire dans l'association selon les tâches employées, les imposer au patron, et ensuite imposer aussi le partage des bénéfices, et là, pas en fonction du travail effectué. Tout le monde a le même partage, par contre, le salaire varie en fonction des tâches effectuées. Ils imposent aussi qu'avec le patron, ils contrôlent le poids de la matière première, par exemple. C'est très important, parce que souvent, on les entubait un peu sur, quand ils rendaient les pièces, hein, parce qu'on disait, bah non, ça va pas, mais en fait, il y avait eu des arnaques sur la matière première. Là, ils obtiennent que dans les usines, dans les manufactures, il y ait un cahier où le patron fasse état de la matière première et l'ouvrier à côté, pour dire non, bah là ça va pas, en fait c'est plus léger ou c'est pas de bonne qualité, donc c'est pour ça qu'on va louper vos pièces, parce que vous nous donnez de la matière première de mauvaise qualité. Ils imposent, ça va rester, la parité dans les prud'hommes. Les prud'hommes existaient, mais c'est depuis 1948 qu'il y a la parité. Ils essaient d'obtenir aussi qu'il y ait des représentants des ouvriers qui négocient et qui établissent avec les patrons les règlements d'usine. Donc c'est d'une richesse incroyable et vraiment des choses se font. Et en plus, ils commencent à penser à une possible association des associations. Et là, j'adore, parce que qui est à la tête de l'idée de faire une association des associations, c'est une femme, c'est Jeanne de Rouen. Donc c'est une ancienne lingère qui était devenue institutrice, mais qui avait quand même encore beaucoup de liens dans le monde ouvrier, et qui propose donc cette association des associations. Et elle va faire un très très beau texte, qui va être gentiment enterré, hein, réjouissez pas vous pas trop, mais enfin c'est intéressant de le relire, où elle propose 3 droits. Le premier, c'est le droit à la consommation. En fait, droit à la consommation, ça veut dire partage des bénéfices. Elle appelle ça droit à la consommation, mais c'est parce que pour que les travailleurs aient le droit de consommer, il faut qu'ils puissent partager les bénéfices. Elle propose en fait que l'État fixe la part qui vienne aux travailleurs, la part qui vienne au capital et la part qui vienne aux investissements. Deuxième droit, le droit à la production. En fait, ce qu'elle demande là, c'est qu'il y ait un partage des outils de production et de la matière première. En gros, l'appropriation donc elle ne le dit pas tel quel, mais en gros, elle récupère
la propriété capitaliste. Et le troisième, c'est le droit à la souveraineté, c'est-à-dire des représentants des ouvriers et des ouvrières, et elle insiste évidemment sur ouvrières, qui siègent et qui défendent les droits des travailleurs. Donc, ce qui est fou, c'est que, donc, vous voyez, c'est d'une très grande modernité. Hein. Il y a énormément de choses dans ces systèmes d'association, et pourtant, on n'en parle jamais. Il faut savoir que tout ça est discuté dans le cadre de ce qu'on appelait la Commission du Luxembourg. C'était une espèce d'assemblée qu'on avait créée un peu, soi-disant, pour divertir et mettre de côté les ouvriers pendant que les choses sérieuses se passaient dans les ministères, mais qui a été un véritable laboratoire d'idées. Mais pour vous montrer que ça, on a du mal à en faire l'histoire, c'est bizarre, les archives ont disparu. Il devait y avoir énormément de papiers, hein, ça a été un vrai foisonnement. Il est impossible de trouver les archives. Elles ne sont pas là. Comme c'était au Luxembourg, dans les registres du Luxembourg, la dernière mention, c'est à la fin, enfin la veille de la Révolution de février, et ils réouvrent quand ils ont fermé la Commission du Luxembourg. Et les papiers, on sait qu'ils ont existé, parce que des gens en parlent, impossible de les trouver. Soit ils ont été détruits, soit on ne sait pas où ils sont. Mais voilà, en 1948, il s'est passé des choses juste extraordinaires en histoire ouvrière. Et franchement, il y en a, on les reprend, c'est d'une modernité incroyable. Peut-être Bernard, avant de te demander ton événement, une petite réaction sur 1848, non? Oui, ben c'est la même chose que je vais raconter à propos de 1946. C'est tout à fait significatif, comme le rappelait Mathilde, que de 1948, on retienne Cavaignac noyant dans le sang les ateliers nationaux, enfin la révolte contre leur fermeture, qu'on considère comme un truc pas intéressant ou de diversion, comme tu l'as dit, la commission du Luxembourg, alors que c'est là au contraire qu'il y a des choses passionnantes, que c'est entre février et juin 1948 que les choses sont des éléments d'émancipation, et ça, de même que Ken Loach est loué quand il présente des travailleurs qui sont des victimes, ben de même, il s'agit de nier complètement l'histoire en tant qu'une histoire de l'émancipation avec des travailleurs qui sont vainqueurs. Or, précisément, 1946 cette fois-ci, c'est exactement le même traitement de l'histoire. Hein. On a tous appris que la Sécu naît en 1945, hein, dans des circonstances exceptionnelles, un patronat réduit à zéro par la collaboration, 30% des voix au Parti communiste, 55 millions d'adhérents à la CGT, et tout ça est une fable totale. Hein. Mais vous voyez bien son résultat, hein, c'est de montrer que quand il se crée des choses dont je vais montrer le caractère extrêmement émancipateur, eh ben c'est les circonstances. Ce n'est pas les travailleurs organisés. En 1945, il ne se passe rien, strictement rien. Tout existe de la Sécu en 1945. Elle a été créée sur initiative patronale pour l'essentiel entre la fin du 19e siècle et 1945. Le cœur, c'est les allocations familiales qui ont été créées à partir de la fin du 19e siècle pour éviter la hausse générale des salaires et les concentrer sur les seuls chargés de famille. C'est donc une arme de guerre patronale contre la hausse des salaires qui est très contestée par la CGTU, par les mutuelles de fonctionnaires, etc. C'est géré par les patrons, c'est la moitié des prestations sociales. Et puis l'autre moitié, c'est une couverture obligatoire, elle aussi, hein, en santé, en vieillesse, qui vient des assurances sociales de 1930. C'est une gestion paritaire. Paritaire, je sais que ça veut dire patronale, puisqu'il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons. Et vous avez les accidents du travail et maladies professionnelles qui sont eux aussi obligatoirement couverts depuis 1898. Et ça, ce sont des caisses gérées par les assurances. En tout, il y a 1300 caisses, il y a 70 000 salariés, c'est pléthorique. Hein. La Sécu est pléthorique en 1945. C'est une institution capitaliste qui va être complètement subvertie en son contraire en 1946. Et l'histoire officielle, elle noie 1946 dans 1945, complètement. 1946 n'existe pas.
alors qu'il ne se passe des choses émancipatrices en matière de sécurité sociale qu'en 1946. C'est la création du régime général, je raconte longuement ça dans le chapitre 1er de Vaincre Macron, qui oui, les bouquins ne se vendront pas tout seuls. Je mène la bataille du livre, celle que mon parti, le Parti communiste, a abandonnée, hélas, depuis un certain temps. Et ce qui se passe en 1946, et là, ce qui est intéressant en plus, c'est pour ça qu'il faut à tout prix le cacher, c'est que c'est réussi. C'est pas simplement cette efflorescence du printemps de 1848 qui restera sans résultat en tout cas immédiat. Là, on est dans des institutions tout à fait fortes, durables, qui certes vont être pour partie dénaturées, mais le statut de la fonction publique, c'est quand même pas tout à fait rien. Le statut des électriciens et gaziers, et puis le régime général de sécurité sociale. Le régime général de sécurité sociale, il est créé contre la Sécu. C'est pas un élément de la Sécu. Il est créé il est créé comme régime unique, alors que vous aviez des centaines de régimes, des milliers même. Vous avez des caisses patronales d'allocations familiales, des milliers à travers la France. Donc le régime général va remplacer 1300 caisses qui étaient de branches, d'entreprises territoriales, départementales par exemple, en 200 caisses, et même ces 200 caisses, c'est déjà un échec de la CGT, puisqu'elle revendiquait une seule caisse par département de ce régime général, mais les ordonnances de 1945 divise le régime entre les allocations familiales d'un côté, santé, vieillesse, section du travail de l'autre. C'est pour ça qu'on ne parle que des ordonnances de 1945. Et ces 1200 caisses donc salarient 70 000 personnes qui vont devoir qui sont dans des statuts extrêmement hétérogènes, obéissant souvent à une logique patronale, pas du tout décidés à être au service de caisses gérées par les travailleurs eux-mêmes. Donc il va falloir faire un énorme travail avec le personnel de ces caisses qui deviennent le personnel du régime général. Gestion ouvrière, donc là c'est totalement nouveau. Dès 1947, le régime général, c'est 30% de la masse salariale, c'est l'équivalent de la moitié du budget de l'État. En 1960, ce sera l'équivalent du budget de l'État, puisque la place du régime général augmente entre 1945 et 1960. Donc les travailleurs organisés qui élisent tous les 5 ans les 3/4 des administrateurs salariés, les patrons n'étant que le quart, gèrent des caisses dont ils élisent les directeurs. Les directions des caisses sont élues, ceux qui ont vu le film La Sociale s'en souviennent. Et il faut voir dans les archives la fierté que suscite une telle démonstration, toute cette démonstration, ce remplacement de 1300 caisses avec 110 000 salariés complètement hétérogènes en un régime général, unique, géré par les travailleurs, se fait en 6 mois. C'est une œuvre gigantesque. Les travailleurs organisés qui le font savent que les échéances sont courtes et qu'il faut se dépêcher. Dans le rapport que Reynaud, qui est le responsable confédéral qui prépare qui fait rapport devant le CCN de la CGT, qui prépare les premières élections d'avril 1947, il nous raconte ce qui se passe en 1946, un exemple, un détail, mais qui montre très bien dans quel état les choses se sont faites, alors que nous sommes en pleine période de destruction, évidemment, on est en 1946. Passer de 1300 à 200 caisses, ça suppose des locaux, enfin qu'aucune des caisses existantes n'a les locaux suffisants pour accueillir les caisses nouvelles. Il faut donc des locaux nouveaux, suffisamment vastes.
Et dès qu'un militant de la CGT, parce que la CFTC, qui est l'autre syndicat, est hostile à la mise en place du régime général, favorable à des logiques d'entreprise, de branche, etc., comme la CFDT aujourd'hui d'ailleurs. Et lorsqu'un militant de la CGT trouve un local suffisamment grand, vide, il est aussitôt préempté par un ministère. Ce régime général, ce n'est pas l'État. Ce sont les travailleurs eux-mêmes qui gèrent. Donc il n'a pas le droit de préemption. C'est un organisme de droit privé qui n'a pas le droit de préemption. Qui préempte, pour empêcher la mise en place du régime général, les ministères socialistes, SFIO, les ministères MRP. Bon, les ministères gaullistes, c'est fini, puisque De Gaulle est tellement fâché d'avoir dû prendre dans son gouvernement 5 ministres communistes sur des strapontins. Parce qu'on donnait des communistes, travail, santé, puis démerdez-vous avec ça. Mais au cas des ministères importants, évidemment, mais c'est déjà trop pour lui. Hein, et donc il démissionne dès janvier 1946. Donc les ministres socialistes de la SFIO, les ministres démocrates chrétiens du MRP font vraiment tout pour empêcher la création de ce régime général. Ils préemptent donc les locaux vides. Les travailleurs doivent parfois construire eux-mêmes à toute vitesse des locaux. On le voit aussi dans le film d'ailleurs de Perret. Seul contre tous. Hein, le patronat dans les choux, ça, alors là, j'ai pas le temps, donc je laisse tomber, mais enfin, c'est une fable totale. Hein, il n'est pas dans les choux du tout, il est omniprésent au gouvernement. Donc, nous avons quelque chose qui est révolutionnaire, hein, gestion par les travailleurs eux-mêmes de l'équivalent de la moitié du budget de l'État. On n'est pas dans la protestation, on n'est pas dans la marginalité, hein, on est au cœur même de la gestion de la valeur économique par les travailleurs, dans un dispositif dans lequel les conseils d'administration ont compétences générales, les directions ont compétences limitées, des directions qui sont élues, et avec cela, ces travailleurs organisés vont organiser autrement le travail, ils vont définir autrement le travail, ils vont verser du salaire à des parents, par exemple, poser que les parents travaillent, ils vont verser du salaire à des retraités, poser que les retraités travaillent, alors que dans la logique capitaliste, les retraités, et c'était le cas d'ailleurs dans les assurances sociales d'avant le régime général, les retraités, ils avaient droit au différé de leurs cotisations. Chacun avait un compte et ses pensions, c'était le différé de ses cotisations. J'ai cotisé, j'ai droit, qui est la façon capitaliste d'organiser la retraite, celle que Macron veut mettre en place l'an prochain. Et c'est contre cela que des révolutionnaires communistes mettent en place une toute autre conception du salaire qui étend le champ du travail au-delà de l'emploi, qui qualifie comme travailleurs des personnes sans emploi. Une réaction, Mathilde, sur 46 ? En fait, lui c'est 46 et moi c'est 48. Non, deux réactions. Enfin, c'est ce que. Si, mais personne ne le sait. Et non, je rebondis sur un truc quand tu dis ça marche, mais c'est vrai aussi sur mes associations, sur les associations de 48. Hein, une des associations très connues des tailleurs de Clichy, avant c'était la boîte marchait pas, ils s'associent, donc ils font ce système d'imposer les salaires, de répartir les bénéfices, enfin voilà ce que je racontais tout à l'heure. Et en l'espace de 3 mois, ils dégagent des bénéfices, alors qu'il n'y en avait pas avant. Donc en plus, même économiquement, ça marchait. Et l'autre truc, c'est ce qu'on constate dans les deux cas, c'est que ces moments d'émancipation ouvrière sont par ailleurs en général des moments d'émancipation globale. Parce que dans le cadre, par exemple, de 46, pour élire les représentants au conseil d'administration, on donnait le droit de vote aux étrangers. Donc c'était un moyen de penser une démocratie sociale qui était découplée de la nationalité. Ce qui n'était pas rien quand même, hein, quand on voit ce que ça bloque encore. Et quand on regarde, alors en 48, il n'y a pas trop ça. Un peu la zone d'ombre de la commission du Luxembourg, c'est un peu les travailleurs étrangers. Là, c'est pas très émancipateur. Mais en revanche, dans la commission du Luxembourg, pour élire les représentants à la commission du Luxembourg et dans le cadre de l'association fraternelle et solidaire des associations que créait De Roin, c'est le droit de vote des femmes, ce qui en 48 était énorme.
1848. Donc en fait, très souvent, les moments en plus d'émancipation du monde ouvrier et du mouvement ouvrier correspondent à une émancipation générale. Donc il ne faut même pas se dire « Ah mais c'est juste pour la classe ouvrière ». Non, ça profite de toute façon en plus à l'ensemble, quoi. Si on se pose la question de à quand faire commencer le mouvement ouvrier, est-ce qu'il y a une date qui vient c'est quoi les toutes premières structures je sais pas. Ouais, déjà, pourquoi structure en fait? Tu vois, c'est-à-dire que justement, le problème, c'est que si on enferme le mouvement ouvrier dans ces structures, on fait très vite de l'histoire syndicale et on oublie très vite plein de choses. En général, on considère que c'est les canuts. C'est ce qui est le plus souvent retenu, et pour une raison simple, c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'au canut, dit-on, même si en fait c'est un peu plus compliqué, on a des mouvements qui ne sont pas des mouvements ouvriers, mais qui sont des mouvements par branche de métier. C'est-à-dire qu'il va y avoir les menuisiers, les scieurs de long, etc. Mais à chaque fois qu'il y a intervention sur l'espace public, c'est toujours dans un cadre qui vient des corporations d'Ancien Régime. Et que, en fait, ce qui se passe au moment des canuts, on dit que c'est le mouvement des canuts, donc a priori, on est toujours dans un cadre corporatiste, alors ces ouvriers tisseurs de la soie à Lyon, mais en fait, dans les canuts, c'est l'ensemble des quartiers ouvriers de Lyon qui se soulèvent, c'est la Guillotière, c'est les autres, c'est pas du tout que la Croix-Rousse, et il suffit de voir les arrestations, les blessés, les victimes, ou même, toutes les classes ouvrières, tous les métiers ouvriers ont été touchés à Lyon. Et donc, c'est à partir de là qu'il y a, en fait, où on voit des menuisiers ou des... je ne sais pas pourquoi je suis bloquée sur le menuisier, pourtant là, il n'y a pas de bois, mais des corps de métier vont venir aider les tisseurs, hein, et que donc, on va avoir plusieurs corporations qui suivent un même mouvement qu'on appelle la révolte des canuts, mais qui, en fait... et que à partir de là, derrière un certain nombre de penseurs, de penseuses ou d'ouvriers, avec à nouveau une femme, Flora Tristan, qui est quand même une des premières à penser l'union des travailleurs au-delà justement de ces différences de métiers, pour ça les canuts. Cela étant dit, on a des formes de pré-mouvement ouvrier, à nouveau je le dis dans la Révolution française, mais ils sont très très vite arrêtés. Si la loi Le Chapelier est votée, à la fois qui interdit l'association ouvrière, qui interdit la grève, qui s'appelle Coalition à l'époque, et qui bloque en fait ça, c'est parce que en fait ils avaient très très peur de ce mouvement ouvrier naissant. Il ne faut pas oublier qu'au début de la Révolution française, c'est des libéraux. C'est mieux que la monarchie absolue, mais c'est des libéraux. Donc en fait, ils ont peur de ce mouvement ouvrier, d'autant que se profile une énorme grève dans les manufactures d'assignats. Alors là, c'est la panique, c'est un peu la Casa del Papel, quoi. Et donc, ils font passer tout de suite cette loi pour ne surtout pas permettre aux ouvriers qui font les assignats, ce qui est c'est au cœur du système qui se met en place à ce moment-là, puissent faire grève. Et que par ailleurs, même les montagnards ne sont pas favorables à l'émergence du mouvement ouvrier. C'est pour ça que la sans-culotterie, l'appel à se fondre, à ce que les métiers se fondent dans une figure du citoyen, dans une figure du peuple, elle est là pour écraser le mouvement ouvrier. Mais quand on commence à chercher, c'était en train de sortir. Ça, jusque-là, ça a été écrasé. Mais là où ça permet de réfléchir, parce que c'est pas seulement quand on raconte des victoires, il faut tirer les leçons des défaites. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi je suis toujours très très méfiante sur tous les discours, 1%, 99%, peuple, citoyen, parce que historiquement, en tout cas c'est net sous la Révolution française, ce type de discours a eu pour effet d'écraser le mouvement ouvrier. Bernard, non? Okay. Peut-être pour continuer, on avait envie de vous faire revenir, vu que tu l'évoques un peu aussi, sur la charte d'Amiens, qui a été pas mal en débat du coup ces derniers temps avec le mouvement là, du printemps 2018 sur le rôle, la cheville entre les partis politiques et le mouvement syndical. Est-ce que vous pouvez, moi j'avoue que moi-même je connais assez peu en fait tout ce moment-là. Est-ce que l'un de vous deux peut revenir un peu sur la charte d'Amiens et du coup en quoi ça fait écho aujourd'hui?
Tu pourras parler de la double besogne, parce que moi, je n'y connais rien. Ça te va, ça, ou pas? Bon, parce que sa question porte sur la double besogne, mais là, ce qui m'intéresse, moi, dans la réflexion sur la charte d'Amiens, c'est la thématique de l'abolition du salariat et du capital. On est en quelle année déjà? C'est 1906. Ouais. Nous sommes à la naissance de la CGT, qui est née en 95 à Limoges et qui adopte donc cette charte fondatrice en 1906 à Amiens. Souvent est invoquée cette abolition du salariat qui figure donc en bonne place du salariat et du capital, qui figure en bonne place dans la charte d'Amiens pour disqualifier mon propos sur faire advenir le salariat. Et là, je voudrais insister à ce propos sur le fait qu'il ne faut pas, enfin on fait souvent, et surtout les économistes encore, parce qu'ils n'ont pas beaucoup, par leur métier, d'appréhension de l'historicité des concepts, des termes, des notions, ou des catégories analytiques. C'est pas parce qu'une institution, par exemple, naît sur initiative patronale ou sur initiative très très antidémocratique qu'elle va le rester. Hein. Une approche généalogique des institutions pour expliquer leur signification me paraît très fausse. Par exemple, la distinction essentielle dans le statut de la fonction publique est la distinction entre le grade et le poste, hein, qui fait qu'un fonctionnaire est payé pour son grade et non pas pour son poste. S'il change de poste, il ne change pas de salaire, mais du coup, son salaire est un attribut de sa personne, hein, et donc il n'y a pas de chômage. Et donc nous sortons du marché du travail. C'est pour cela qu'il y a aussi une telle bagarre de la bourgeoisie contre le statut des cheminots. Ça, c'est né d'un truc extrêmement réactionnaire. Hein. C'est le gouvernement de Louis-Philippe qui, en 1831, pour accompagner la colonisation de l'Algérie, entend prendre la main sur le militaire, c'est-à-dire sur les officiers de marine qui sont les militaires décisifs dans une conquête impériale à l'époque, en disant que les officiers de marine ne sont titulaires que de leur grade, alors qu'auparavant ils étaient titulaires de leur poste, et que du coup la mobilité géographique de ces officiers était impossible. En tout cas, le politique ne pouvait pas imposer la mobilité aux militaires. Eh bien, cette origine extrêmement réactionnaire de la distinction entre grade et poste a nourri, grâce aux luttes des fonctionnaires entre 1906 et 1946, a nourri une institution extrêmement progressiste, hein, qui est le fait qu'un fonctionnaire est payé pour sa personne et non pas pour son poste. Là, j'ai évoqué tout à l'heure comment le régime général dissocie le salaire de l'emploi, hein, à travers le salaire des parents, le salaire des retraités, le salaire des soignants, qui vont être des fonctionnaires. Un fonctionnaire n'a pas d'emploi. Hein, si on entend par emploi le fait que c'est le poste qui est le support de la qualification et donc du salaire. Donc là, on a une institution dont la naissance est très réactionnaire, mais qui, par les luttes, va se transformer en quelque chose d'extrêmement progressiste. On peut dire la même chose pour les allocations familiales, par exemple. Alors sur le salariat et sur le salaire, c'est un peu autre chose. Le mot salaire existe évidemment dans la langue savante au XIXe siècle. Les économistes l'emploient, Marx l'emploie, etc. Mais il n'est pas du tout institué au sens où il ne fait l'objet d'aucun tarif, par exemple. Il y a un tarif, prenons les canuts, il y a un tarif sur
la tonne sur l'ouvrage fait. Enfin, il y a un tarif sur la tonne de soie ou sur le kilomètre de textile, mais il n'y a pas de tarif du salaire. Le mot salaire, au demeurant, n'est pas du tout utilisé au XIXe siècle dans la langue courante. Or, aujourd'hui, on parle de salariés. Les travailleurs sont désignés par le mot salarié. Le salaire, c'est une invention en termes d'institution, ce qui intéresse un sociologue. Le mot existe, il est disponible, évidemment, mais il n'est institué qu'au XXe siècle. Le salaire est une invention du XXe siècle, et c'est un salaire à la qualification qui se met en place avec les conventions collectives à partir de 1919, et qui est le contraire de la rémunération capitaliste. La rémunération capitaliste, comme le dit très justement Marx, c'est le prix de la force de travail, c'est-à-dire la somme des besoins dont l'ouvrier, puisque pour le contrat de louage d'ouvrage, ceux qui sont à l'œuvre, c'est des ouvriers, dont l'ouvrier est porteur pour faire tel ouvrage. Et donc, pour qu'ils soient encore au boulot demain, il faut qu'un certain nombre de ces besoins soient satisfaits, et la rémunération capitaliste, c'est la reconnaissance de ces besoins. Cette rémunération, elle nie que nous sommes les producteurs de la valeur. La bourgeoisie capitaliste se réserve le monopole de la production de la valeur économique. Et elle nous pose comme des êtres de besoin qui avons droit du pouvoir d'achat. Enfin, vous voyez tout le mépris anthropologique qu'il y a dans le fait de payer quelqu'un pour les besoins dont il est porteur. Mais c'est tout à fait aussi cohérent avec notre amour des victimes. C'est pareil, tout ça. Le même mépris anthropologique. Le XXe siècle va être le siècle de l'invention du salaire à la qualification. Et la qualification, c'est une institution créée à l'initiative de la CGT contre le patronat, qui prend tous les postes d'une branche et les range par niveau de qualification, quel que soit le type de métier. Mathilde insistait beaucoup sur le fait de dépasser la logique de métier pour constituer une classe révolutionnaire et de le faire correctement, parce que le sans-culottisme, c'est une façon de le faire réactionnaire, en fait, etc. Bon, je reprends ce qu'elle a dit, qui est tout à fait décisif. Et donc, la convention collective dépasse la logique de métier et pose la qualification comme une abstraction qui renvoie au travail, non pas en tant qu'il produit des valeurs d'usage, je sais pas, je suis cariste, je suis infirmière, je suis ceci, cela, mais au travail, en tant qu'il produit de la valeur économique, je suis à l'indice à 175, ça ne dit rien du tout de ce que je fais, mais ça dit ce que je produis comme valeur économique. Donc les travailleurs, avec le salaire, sont posés non pas comme des êtres de besoin qui ont droit du pouvoir d'achat, mais comme les créateurs de la valeur. Et quand on regarde des tracts de la CGT des années 50, il y a toujours « nous sommes les seuls créateurs de la valeur ». Les capitalistes ont besoin de nous, nous n'avons pas besoin des capitalistes. Enfin, c'est simple, mais ça devrait être répété un peu plus souvent. Des travailleurs qui sont reconnus non pas pour leurs besoins par du pouvoir d'achat, mais pour leur contribution à la production de valeur par de la qualification, c'est des travailleurs qui sont légitimes pour revendiquer la souveraineté sur le travail, c'est la même que Floratistan développait en 1948. Il s'agit pour les travailleurs de se saisir de la production. C'est bien ça qui constitue une classe révolutionnaire, c'est quand les travailleurs se saisissent de la production. On rêve de cheminots qui, 2 jours sur 5, fassent grève au sens classique, c'est-à-dire ne travaillent pas, et puis 3 jours sur 5 fassent grève au sens de se saisir de la production, c'est-à-dire on bosse comme on entend travailler. L'outil est à nous. Nous ne sortirons des défaites que nous connaissons depuis des décennies que lorsque nous aurons à notre agenda quotidien l'obsession nous emparer de l'outil de travail. Et c'est ça, construire le salariat, précisément. Donc construire et pas l'abolir, alors? Certainement pas l'abolir. L'abolir, c'est, encore une fois, nier toute l'histoire ouvrière. Ça fait partie de la négation de l'histoire ouvrière. De faire comme si nous étions encore en 1906. Comme s'il n'y avait pas eu des victoires
qui vont imposer le salaire à la qualification, et beaucoup mieux que ça encore, qualifier non pas le poste, comme dans l'emploi, la convention collective, elle qualifie le poste, donc c'est une victoire à demi parce que c'est les patrons qui sont propriétaires du poste, qualifier les personnes, hein, qualifier les personnes dans le régime général, les retraités, les parents, les soignants, qualifier les personnes dans la fonction publique. Donc là, nous sommes dans le salariat, ça ne signifie pas du tout contrat de travail, ça ne signifie pas du tout employeur, ça ne signifie pas du tout subordination, tout ça c'est de la blague, parce que nous avons conquis l'alternative, nous avons commencé à conquérir l'alternative communiste, c'est-à-dire je ne suis pas travailleur parce que je me soumets à un employeur avec l'aléa du marché du travail, je suis travailleur parce que je suis reconnu par une qualification et un salaire lié à ma personne. Mathilde, tu es d'accord avec ça? Alors attends, tu veux que je retourne à la charte d'Amiens sinon? Vas-y. Parce que j'imagine si tu as posé la question, c'est la différence aussi parti-syndicat, non? Ouais, aussi. Ouais. Alors, c'est vrai que la charte d'Amiens, on l'évoque tout le temps pour justement faire une grosse séparation entre les deux. Le syndicat s'occupant uniquement de la lutte économique qui le dresse contre le patronat et dont l'action est la grève, le parti s'occupant de la lutte politique avec comme mode d'action l'urne, le bulletin, quoi, enfin plutôt la liste électorale, vu leur cas, enfin de candidats. Et voilà, et donc c'est utilisé souvent pour... ça peut être utilisé d'ailleurs par les partis comme par les syndicats, mais aussi contre eux pour dire qu'un parti n'a pas le droit de soutenir une grève et qu'un syndicat n'a pas le droit de soutenir un candidat politique. Et que par conséquent, la manif du 26, hein, qui assemblait donc à la fois des partis et des syndicats, était, disait-on, inédite, c'est très exagéré, mais en tout cas, effectivement, c'est peu le cas de présence hein, dans l'espace public au même moment pour manifester sur la même chose, de partis et de syndicats. Alors, pour le comprendre, il faut se remettre en 1906. Hein. En fait, ça s'explique assez facilement. En 1906, hein, la SFIO vient de naître, hein, la CGT est quand même largement en construction. Or, la SFIO, c'est des marxistes réformistes, hein, et en gros, hein, et la CGT, c'est des anarcho-syndicalistes. Hein. Donc, tout simplement, vous avez d'un côté des anarchistes, avec un fond anarchiste, de l'autre des marxistes, c'est quand même les deux frères ennemis de l'Internationale depuis qu'elle s'est créée, et de l'autre des réformistes et des révolutionnaires. Hein. Ils ne peuvent pas travailler ensemble. Donc, nécessairement, il va y avoir une séparation à ce moment-là. Et cette séparation, elle correspond à un contexte très particulier de cette histoire du mouvement ouvrier à ce moment-là précis, ce qui n'empêche pas par la suite qu'il y ait eu des moments où la charte d'Amiens n'a pas été appliquée. Enfin, dans la CGTU, il y a c'est pas une confusion, parce que le terme confusion donne l'impression que c'est négatif, mais le parti et le syndicat travaillent ensemble. D'ailleurs, c'est pour soi-disant, enfin pas soi-disant, mais ils ont mobilisé la charte d'Amiens pour justifier le refus des 21 conditions dans ceux qui sont restés dans la vieille maison au congrès de Tours. Mais il y a eu des moments où ça a été plus mélangé. Et il y a d'autres moments dans l'histoire où partis et syndicats ont pu travailler la main en commun. D'une certaine façon, la charte d'Amiens est presque parfois maintenant plus invoquée par les opposants du mouvement ouvrier, parce que la charte d'Amiens, elle permet de séparer les partis, les syndicats. Plus tu sépares, moins tu luttes. Hein. Donc forcément, ça peut même être un moyen pour affaiblir. Hein. Donc il faut rappeler pourquoi elle est là, cette charte d'Amiens, dans un contexte très particulier où effectivement, enfin, la CGT était en train de faire, elle venait de regrouper les bourses du travail et les syndicats. Les bourses du travail, c'était très anarcho, hein, donc c'est normal, ils ne pouvaient pas s'entendre avec la SFIO, c'était pas la logique, donc ils se partagent l'espace parce qu'ils n'ont pas l'intention non plus de se taper dessus, et donc ils se partagent l'espace de lutte, mais sans volonté de s'opposer, sans envie de lutter les uns contre les autres, et dans un contexte qui est très particulier. Une question pour tous les deux, du coup. En quoi, quand on regarde l'histoire du mouvement ouvrier, on voit qu'il y a une classe à l'œuvre? En quoi on peut parler de classe ouvrière? Mais elle est super dure cette question parce que des fins, même quand tu regardes la formation, il y a toujours. Ouais, c'est vachement dur comme question comme ça. Poum. Ouais. Parce que j'ai une réponse, moi, parce que je suis obligé de répondre à un certain nombre de contradicteurs qui me disent, mais Bernard, quand tu nous dis qu'en 1946,
il y a une activité révolutionnaire d'une classe pour soi. Ben, c'est pas vrai, parce que quand Ambroise Croizat présente le régime général, il ne dit pas on va sortir la définition du travail de sa définition capitaliste, on va sortir le salaire de l'emploi, on va poser que les parents sont plus productifs que les ouvriers de la métallurgie, puisqu'on les paye davantage. Il ne dit pas ça, il dit dignité ouvrière, il dit etc. Et donc, puisqu'il ne l'a pas dit, il ne l'a pas fait. Et c'est assez con de dire, puisqu'il ne l'a pas dit, il ne l'a pas fait. C'est supposer que nos idées précèdent nos actes, ce qui est une conception très idéaliste que je ne partage pas du tout. La conscience de classe, elle s'exprime d'abord dans des actes qu'on pose, pas dans le discours dont on est porteur. Par exemple, la contre-révolution capitaliste, que j'analyse, elle, dans le second chapitre de Vaincre Macron. La contre-révolution capitaliste, qui est mise en mots et en actes par Rocard, pas en mots justement, en actes par Rocard, lorsqu'il crée la CSG en 89 pour remplacer le salaire des parents qu'avait créé Ambroise Croizat par un impôt de solidarité pour remplacer ce qui reconnaissait le travail productif des parents en un impôt pour couvrir des victimes, hein, les parents qui supportent un coût de l'enfant. Il faut être solidaire. On ne va quand même pas payer par du salaire de la solidarité, c'est un impôt de solidarité. Lorsqu'il fait cela, ben, son acte, c'est clairement une contre-révolution capitaliste. Ne travaillent que ceux qui ont un emploi. Les parents, ça ne travaille pas. Nous sommes bien dans la contre-révolution. Mais il ne dit pas, je suis en train de faire une contre-révolution. Il ne le dit pas et il ne le pense pas. C'est pas la conscience de classe, elle s'exprime dans les actes posés. Alors évidemment qu'il faut bien qu'un jour il y ait une cohérence entre les institutions que créent ces actes et les représentations par lesquelles elles sont dites et pensées. Pourquoi est-ce que nous avons été incapables de nous opposer à la CSG, efficacement à la CSG en 89? C'est parce que nous avons continué à penser les allocations familiales en termes de ressources pour les parents, et que finalement l'argument disant il y a un coût de l'enfant qu'il faut assumer par un impôt de solidarité, il n'y a pas eu véritablement de bataille pour dire attention, en 1946, les révolutionnaires communistes ont sorti le salaire du champ de l'emploi, ce qui ouvre des perspectives pour du salaire de 18 ans à la mort, ce qui ouvre des perspectives pour sortir le travail de sa définition capitaliste. Ça n'a pas été dit, parce que de fait, l'acte de 1946 continuait à être pensé avec les représentations de sa naissance. Bien sûr qu'il y a une responsabilité aussi bien des intellectuels que du mouvement qui hérite de ces actes, qui les a produits, de produire le récit, les représentations cohérents avec les actes. Ce n'est pas d'ailleurs vérité contre erreur, hein, c'est récit contre récit, bien sûr. Et pour moi, la classe ouvrière, comme classe révolutionnaire, existe bien sûr. Il y a déjà la communiste, et Marx et Engels définissent le communisme dans l'idéologie allemande comme le mouvement réel de sortie de l'état des choses, le mouvement réel par lequel
les travailleurs organisés dans la lutte de classe, le mouvement réel de la lutte de classe, le mouvement réel par lequel les travailleurs organisés instituent l'alternative. Mais encore pour ça, pour bien le voir, il faut sortir d'une lecture des travailleurs comme des victimes, hein, qui est la lecture dont la bourgeoisie a absolument besoin. Et si c'est des intellectuels de gauche qui font cette lecture, vous comprenez, c'est pain béni pour la bourgeoisie. Mathilde, du coup? Après le pain béni pour la bourgeoisie. Alors, je vais retourner en arrière, parce que c'est plus facile pour moi quand je retourne en arrière. En gros, parce que les premiers à poser la question de est-ce qu'il y a une classe, en fait, c'est les bourgeois libéraux. Parce que faut comprendre que quand on est un bourgeois libéral en 1820-1830, on est complètement angoissé par la société qu'on a sous les yeux. En fait, pendant très longtemps, la société était très lisible dans des logiques d'ancien régime, avec voilà, des ordres, les gens savaient d'où ils venaient, ça s'était écrit quasiment sur leurs vêtements, selon où ils étaient nés, ils n'étaient pas enterrés au même endroit, ils ne s'asseyaient pas sur les mêmes bancs, enfin une société très très lisible. Puis la Révolution française avec l'égalité civile fait exploser cette lisibilité, et ce qui fait que pour les penseurs du début du 19e siècle, la société est incompréhensible. Et en fait, ils vont essayer de la comprendre, de donner un ordre, et de donner un ordre dans lequel ils vont essayer de se placer en haut de la hiérarchie. Il faut les comprendre, pas cons les mecs quand même, on aurait fait pareil à leur place. Bon, donc ils vont commencer à penser en termes de classe. Et les premiers qui utilisent les mots classe, c'est Rémusat, Guizot, etc. Donc ça vient en fait des penseurs libéraux qui, à l'époque, d'une certaine façon, ils sont à gauche, parce qu'ils sont plus à gauche que les ultras, mais c'est eux qui commencent à lire ça comme ça. Et en fait, donc là, ils pensent une classe ouvrière. Ils ne vont pas forcément utiliser tout à fait ces termes, enfin une classe si, mais une classe bourgeoise. Et ils font cette distinction pour faire l'histoire de la classe bourgeoise, ce que fait Guizot, pour montrer que la classe bourgeoise est révolutionnaire, parce que c'est ce qu'il veut montrer. Pourquoi il veut le montrer? Pour justifier 89, pour écraser l'aristocratie et prendre le pouvoir. Donc, ils inventent ce mode de lecture pour pouvoir... En fait, ce qu'il y a, c'est que même eux, ils ont essayé d'avoir une lecture émancipatrice, mais de leur classe. Bon, et en fait, petit à petit, bon, ils prennent le pouvoir en 1830, et quelque part, eh bien, ce sont les autres qui vont se saisir de la même lecture, au service de la même émancipation, mais par conséquent contre la bourgeoisie. Et donc, on commence à avoir... soit le terme de classe, soit ce que cela implique comme conscience d'intérêt en commun et de nécessité de lutter pour arriver à son émancipation, dans le cadre justement du monde ouvrier, tout atomisé qu'il puisse être entre différentes corporations. C'est ce que l'on voit poindre chez Blanc, c'est ce que l'on voit poindre chez Tristan, donc c'est des choses qui se mettent en place. Et puis évidemment, Marx arrive là-dessus et paf, donne vraiment son sens. Mais en fait, voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que l'idée de classe, elle est émancipatrice dès le départ. Ce qu'on ne sait pas, mais bon, voilà, c'est que les premiers à l'utiliser comme puissance émancipatrice, c'est la bourgeoisie pour elle-même, mais qu'après, par une sorte de... C'est pas du retournement de stigmate, parce qu'on ne les accusait pas, mais par récupération du concept, ça a été repris par le mouvement ouvrier. Du coup, j'arrive à la dernière question, puis après on va passer aux questions, aux échanges avec la salle. Je vais essayer de faire 3 questions en une. Du coup, on a appelé la conf pour sortir de l'impuissance actuelle. Comment comprendre l'impuissance actuelle au vu de l'histoire du mouvement ouvrier pendant le XXe siècle? Comment C'est la question à 1 million. Et non, mais du coup, je vais y... J'ai une réponse à 100 balles, la question à 1 million. Je vais y ajouter quelque chose aussi. Comment, qu'est-ce que vous avez envie de dire peut-être à des jeunes générations qui ne se reconnaissent pas forcément dans cette histoire, ni dans les organisations qui en sont héritières, qui refusent les syndicats, etc., qui trouvent ça dépassé, quoi. À ceux qui ne se reconnaissent pas, enfin, mais justement, cette histoire et son héritage, ce ne sont pas forcément les organisations. C'est ça qui me semble très important de dire, c'est-à-dire que tout ce qui fleurit, toutes les formes de lutte, tout, mais de la ZAD à l'occupation, enfin tout, c'est l'héritage du mouvement ouvrier. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et à partir de là, on se resitue
dans son histoire. Et que si on ne lit l'histoire du monde ouvrier qu'à l'aune du nombre de syndiqués ou de gens qui sont dans la rue à Paris un jour, en fait, on se trompe et dans l'histoire du monde ouvrier, mais comme on se trompe, on a l'impression qu'on est dans un déclin. Et il faut comprendre que ça a été une histoire beaucoup plus complexe et que c'est en regardant la multiplicité de tout ce qu'il peut y avoir que se donne à lire la possibilité, la force. C'est la réponse à la première question. Je réfléchis à... Oui, je vais faire la même réponse pour la première question, non, qui était plutôt la deuxième. Il y a, c'était un peu prévu, je crois, non? En tout cas par les organisateurs, je ne sais pas. On ne connaissait pas les questions, je vous dis tout de suite. Hein, nous sommes là dans la pro totale. Et c'était bien, parce que moi, je ne souhaitais pas savoir ce que j'avais devoir dire. Donc, le bouillonnement, il est tout à fait réel en ce moment. Enfin, quand on voit, j'insiste souvent sur ce point-là, quand je compare ma génération aux trentenaires actuels, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. C'est tous ces trentenaires diplômés qui ne jouent pas le jeu, hein, qui ne jouent pas le jeu capitaliste, qui ne vont pas sur le marché du travail, qui ne veulent pas produire de merde pour le capital, qui sont dans une forme d'effervescence de l'alternative ici et maintenant, en bricolant avec le RSA, avec des prestations sociales plus ou moins converties en emploi dans des coopératives d'activité d'emploi, en fait, en salaire, pardon. Ce bouillonnement-là, cela dit, qui pour moi est proprement révolutionnaire, hein, puisque la révolution, c'est le fait de prendre le pouvoir sur le travail à une classe dirigeante qui s'en garde le monopole. La bourgeoisie capitaliste, elle entend bien avoir le monopole de ce qui est produit, où on investit, qu'est-ce qu'on produit, qui produit, comment, etc. Et c'est ce monopole-là qu'une classe révolutionnaire va contester pour construire des institutions alternatives du travail. Cette jeunesse-là, elle est bien dans une logique objectivement révolutionnaire. Mais je pense qu'elle a à apprendre quelque chose de la part des organisations ouvrières. C'est comment on construit des institutions macroéconomiques. Parce qu'on ne peut pas vaincre uniquement en additionnant de l'alternative ici et maintenant. Il faut qu'il y ait cette alternative ici et maintenant. Et, alors ne faites pas dire que je le dis en même temps, d'accord, hein, il faut impérativement des institutions macro qui permettent de sortir de la marginalité ou de la récupération ces initiatives indispensables de l'ici et du maintenant. Et ça, la classe ouvrière, elle a su le faire. Créer le régime général, créer le statut de la fonction publique, c'est créer des institutions macro de l'alternative communiste. Sur le diagnostic sur l'impuissance, je te laisse le temps d'y continuer à y réfléchir. Moi, j'en ai un, hein, et je vais prendre un exemple, hein, la bataille pour les retraites, parce que c'est un petit peu à partir de ça que j'ai bougé, moi, complètement, et que je ne suis plus un économiste atterré du tout. Bon. Je l'ai dit tout à l'heure à propos de 46. Hein, il y a un enjeu de classe dans la retraite, qui est, est-ce que les retraités travaillent ou pas? Est-ce qu'on sort ou pas le travail du carcan de l'emploi? Est-ce qu'il faut avoir un emploi pour travailler ou pas? Et la réponse capitaliste dit oui. Un retraité, il ne travaille pas, il dépense. Et qu'est-ce qu'il est autorisé à dépenser? Ce qu'il a mis au pot commun quand il était actif. Il n'a pas dépensé tout son salaire, il en a mis au pot commun par des cotisations, il a été solidaire, et bien il a le droit de récupérer dans les cotisations des actifs actuels la solidarité dont il a fait preuve quand il était lui-même actif. La solidarité intergénérationnelle, c'est le discours capitaliste sur la retraite. J'entends à votre silence qu'il y a un petit problème, hein, dont vous avez conscience, c'est que c'est le nôtre.
Voilà l'origine de la défaite. On ne peut pas gagner quand on se bat pour les objectifs de l'adversaire. Pas possible. Pour qu'advienne ce que veut l'adversaire. On ne peut que perdre. Sortir de la défaite, c'est donc assumer ce que les révolutionnaires de 1946 ont construit. Non pas le droit au différé des cotisations passées, mais le droit à la poursuite du salaire. Le régime général en 1946 se construit non pas par une addition de cotisations dans un compte, ça c'est ce que va faire Force ouvrière avec le patronat contre la CGT dans les années 50 en créant l'ARCO, alors que la CGT revendique le déplafonnement du régime général pour qu'il n'y ait pas d'espace pour un régime complémentaire. Le G cotisé, G droit, ça c'est le syndicalisme de collaboration de classe et le patronat qui le construisent. Un syndicalisme révolutionnaire, où de fait il y a à la fois capacité à assumer les fonctions politiques et syndicales dans un certain sens. Un syndicalisme révolutionnaire, il construit la retraite non pas comme droit au différé de mes cotisations, mais comme droit à être reconnu comme travailleur, avec un salaire. Le régime général, il est construit sur le modèle de celui de la fonction publique. Marcel Paul, ministre communiste de la production industrielle qui nationalise EDF, GDF, construira le régime des électriciens gaziers sur le même modèle. Et dire que les retraités travaillent, c'est tout à fait autre chose que de dire qu'ils ont travaillé. S'ils ont travaillé, ils ont droit au différé de leur cotisation. S'ils travaillent, ils ont droit à la poursuite de leur salaire. Et vous voyez l'enjeu anthropologique de la chose. Moi, plus je suis retraité, plus je suis féministe. Parce que je suis humilié d'être exalté pour mon utilité sociale et nié comme producteur. Avec une incitation à « enfin, t'en as déjà assez fait, t'as fait ta part, ménage-toi, pense à ta santé, ne prends pas la place des jeunes. » Vous voyez, c'est extrêmement humiliant que d'être reconnu pour son utilité sociale et nié comme contributeur de valeur économique. C'est dans cela que les femmes sont confinées pour la seconde journée. Oh, utile, chanson pour la fête des mères, quand ce n'est pas des nouilles sur des boîtes de fromage, mais enfin, c'est parfois un peu mieux. Poème à la gloire de la femme éternelle. Enfin, on connaît tout ça. Les sociétés les plus machistes sont les sociétés dans lesquelles les femmes sont reconnues, honorées pour leur utilité sociale. Il y a un moment où le féminisme, c'est de dire j'en ai rien à foutre d'être honoré pour mon utilité sociale. J'entends bien entrer dans le statut de producteur de valeur. Alors, il y a ceux qui retournent le stigmate, comme disait Mathilde tout à l'heure, et qui se font gloire d'être dans l'utilité sociale. Il y a un certain nombre de retraités qui disent « je suis content d'être actif, de ne plus travailler, enfin, etc. etc. » Oui, ça c'est simplement retourner le stigmate, faire contre mauvaise fortune bon cœur. Toute personne doit être reconnue comme productive. C'est pour cela que nous n'arriverons à vaincre Macron, ça c'est le 3e chapitre de cet ouvrage, dont je vous recommande vivement la lecture et donc préalablement l'achat, 10 €. Ce qui va permettre de sortir de la défaite, c'est de fédérer les luttes. Vous voyez, les étudiants ont droit au salaire. C'est ce qui va nous permettre de lutter contre Parcoursup, de lutter contre les prêts étudiants, contre la hausse des frais d'inscription, etc. Les étudiants ont droit au salaire.
et pas que les étudiants, les jeunes à partir de 18 ans, les retraités ont droit au salaire, les chômeurs ont droit au salaire, c'est ce qui va nous permettre de faire la jonction avec toutes les luttes de la CGT pour la sécurité sociale professionnelle, maintien du salaire entre deux emplois. Vous voyez, les cheminots, ils anticipent ce qui devrait être la situation de tous. Hein. Nous devons tous être libérés du marché du travail. Un dernier mot, Mathilde, du coup, avant qu'on passe la parole à la salle, sur cette dernière question. Sur l'impuissance, faudrait 3 heures. Je pense que ce qui explique la résistance et donc par conséquence l'impuissance, c'est qu'en fait on leur fait plus peur et que pendant longtemps on leur a fait peur, mais vraiment, parce que pendant le 19e siècle il y avait les révolutions qui explosaient quand même en France tous les 30 ans à peu près. Allez, petite révolution, hop hop hop. Après, il y a eu quand même la peur de la révolution russe et de la possibilité et des conséquences. Ils ont vraiment eu la trouille que les chars arrivent. Enfin, ils ont même eu peur quand Mitterrand a été élu pour dire le niveau de trouille, parce que quand même le risque était minimal, quoi. Donc, et la peur, mais ça permet que, à partir du moment où il y avait cette peur qu'il puisse y avoir une potentialité révolutionnaire en France, pof, ben, on retirait ceux qui risquaient d'entraîner, ou mieux, en préventif, on faisait des réformes pour. Cette peur, elle a disparu. Ils n'ont plus peur. Et il y a 1000 raisons qui expliquent qu'il n'y ait plus cette peur, notamment donc effectivement l'effondrement du bloc soviétique. C'est pas pour faire un hymne bloc soviétique, hein, loin de moi cette idée, mais enfin malgré tout c'était assez efficace dans les espaces hors. Et par ailleurs, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a eu une telle délégitimation de la violence politique, avec un tel renforcement du monopole de la violence par l'État, que résultat, ça désarme les mouvements. Et bah, on a beau dire, ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser nécessairement la violence, je n'appelle pas à la violence politique, mais qu'il y a une telle peur, même de la part des mouvements, de recourir à la violence politique. Et c'est tellement ancré qu'il suffit qu'on arrache une chemise ou qu'on casse un McDo pour que les gens se mettent à pleurer dans les médias, etc. Et que même des gens qui devraient dire que ce n'est pas très grave poussent des cris d'orfraie parce qu'on a touché à un McDo. Plus, c'est dégueulasse, quoi. Donc, voilà, il y a une telle délégitimation, eh bien, en fait, c'est dur d'agir quand, un, ils n'ont plus peur, et que, deux, on a perdu, parce qu'on n'ose même plus, pas sans aller jusqu'à l'utiliser, même laisser planer la possibilité qu'on le fasse, utiliser une violence politique qui serait revendiquée, construite comme légitime. Et là, c'est une question d'idées, c'est-à-dire que il y a une bataille des idées qui a été perdue. Il y a 1 milliard de trucs dedans qui ont été perdus, mais la possibilité de réfléchir à une violence politique légitime, eh ben, à partir du moment où toute violence, quand elle n'est pas du fait de l'État, elle est nécessairement illégale, mais qui plus est illégitime, eh ben, en fait, ça désarme terriblement le mouvement. Et il y a plein de fois où les choses existent sans qu'il y ait besoin de violence, mais parce que il y a possibilité qu'elle soit là. Et là, en fait, même à l'intérieur du mouvement, pas forcément que ouvrier en général, cette impossibilité à penser le recours ce qui ne veut pas dire qu'on y a recours, mais déjà qu'on puisse penser y avoir recours, et ben en fait, ça conduit à de l'impuissance. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Du coup, on va vous passer la parole. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour faire venir tourner le micro, Christian peut-être ou Martial. On va prendre on vous propose de prendre les questions par 3, de prendre 3 questions d'un coup et puis qu'ils y répondent direct. On vous demande du coup d'essayer de faire des questions assez courtes, genre 1 minute, et puis parce que pour qu'on puisse en prendre pas mal, ouais. Sinon, je vous coupe. Alors, devant. Bonjour, Jean-Luc, cheminot gréviste et fier de défendre le statut de cheminot. Mathilde... Une réflexion, Mathilde, je ne suis pas du tout d'accord avec l'intervention que tu fais concernant la casse des McDo. Je suis d'accord pour casser les symboles du capitalisme, et notamment le capitalisme américain, compte tenu de ce qu'il soutient comme régime à travers le monde. Sauf que ce qui s'est passé là, le 1er mai, il y a une bande de casseurs
qui a profité de la manifestation du 1er mai, qui est une manifestation traditionnellement familiale, puisque c'est la fête des travailleurs, c'est la fête des droits des travailleurs, donc on me reprend, merci. Ils en profitent pour faire ça. Moi, ce que je dis à ces gens-là, s'il y en a dans la salle, organisez une journée, vous, une manifestation, où on va s'attaquer aux symboles capitalistes, aux symboles américains, etc., etc., peut-être qu'on viendra avec vous. Peut-être qu'on viendra avec vous. Mais cessez de bousiller les manifestations de la CGT, notamment. Ensuite, fini? Vas-y, termine. Ouais, termine. Termine, Jean-Luc, vas-y, je t'en prie, termine, mais court. Alors, je reviens à la question que je voulais poser. En tant que cheminot gréviste, donc, il est parfois cocasse que l'actualité sociale se croise. On a appris, il y a 2-3 semaines, que les actionnaires de Carrefour allaient fermer 279 magasins et ça allait générer le licenciement de 2400 personnes. Naïvement, je me suis dit, ces gens-là, ils vont dire, mais putain, les cheminots, ils ont raison. C'est bien ce statut-là qui devrait permettre de nous protéger et de ne plus être à la merci de ces prédateurs. Je suis donc allé voir certains salariés de Carrefour. Mais c'était désespérant, quoi. Je crois qu'ils ne le souhaitent pas. Ils ne souhaitent pas accéder à ce statut. Voilà. Ok, merci. On prend une deuxième question. Bonjour, Julie, je suis guide conférencière en auto-entreprise, en essayant d'échapper à la mondialisation et à la massification du tourisme que subit Bordeaux. C'est pas toujours facile. Mais ma question, elle est plutôt et une question et une réponse à l'intervention précédente, et par rapport à ce que Mathilde disait, par rapport à la violence. Je partage tout à fait ton point de vue. Et il me semble par contre que là, on est en train de vivre quand même quelque chose qui est un peu en train de changer, avec notamment la mouvance Black Bloc, qui n'est pas un mouvement, c'est une mouvance. Le Black Bloc, il me semble, et ça fait quand même maintenant à peu près au moins 2-3 ans qu'on en parle dans les médias et les alternatives comme les médias les plus pourris un peu plus, et qu'on essaie de faire comprendre aux militants et aux personnes plus loin des luttes sociales que le Black Bloc, c'est un outil, à un moment, c'est une manière à un moment de pouvoir éventuellement lutter, mais que dans le Black Bloc, à la base, il peut y avoir toi, il peut y avoir moi, il peut y avoir n'importe qui, en fait. Et que le Black Bloc tend de plus en plus à ne plus être seulement représentatif des totaux autonomes, anarcho-libertaires, qui se revendiquent d'une radicalité que jusqu'à présent, même nous, on juge un peu... Quoi, t'es radical? Oh là là, non. Mais bordel, revendiquons la radicalité. Revendiquons-la. Et justement, à un moment, là où je te suis par contre, c'est que, est-ce que bordéliser des manifs avec un Black Bloc de 1200, c'est efficace? Est-ce qu'on n'irait pas prendre un Black Bloc de 2000 personnes pour encadrer la gare, pour vous permettre, vous, de pouvoir faire des opérations train gratuits, de pouvoir réquisitionner votre moyen de production? Est-ce qu'elle n'est pas là, la convergence des luttes? Plutôt que de dire, oh mais bordel, casser les McDo, c'est pas utile. Oui, mais par contre, cette violence, ce moyen d'action, peut-être qu'à un moment, il pourrait être réutilisé pour servir des luttes qui nous sont communes à tous, parce qu'on n'a pas envie de voir le rail privatisé, parce qu'on n'a pas envie de voir nos centres-villes avec des carrefours, des bagels machin, des burgers, des wine bars à la con et des beer shops de merde, que c'est quand même aussi ce qu'on parlera sûrement, de ce dont on parlera mercredi, mais que tout ça est lié, et que le jeu de cette bourgeoisie hégémonique, c'est de justement aller pointer là où on fait de la merde, et nous-mêmes, on se perd dans ces attaques puériles entre nous, plutôt que d'essayer de trouver des convergences. Et Dieu sait que si on n'y arrive pas depuis 40 ans, c'est parce qu'aussi la convergence, on n'est plus capable de la faire. Et c'est là où j'ai l'impression qu'on a intégré le renoncement. Donc du coup, à un moment, comment on fait? Merci Julie, ouais, on passe. S'il te plaît, on passe, qu'on puisse en prendre d'autres. Une troisième. Il y en avait par là-bas, ouais. Bonjour, Camille, étudiant et livreur à vélo. J'avais une question pour Bernard Friot, parce que vous parlez beaucoup du salaire à vie, etc. Et je me demandais justement, vu qu'on connaît la situation actuelle, le capitalisme, le monopole des moyens de production dans la main de la bourgeoisie, et on connaît un peu l'objectif du salaire à vie, c'est-à-dire la dépossession de la production de la bourgeoisie par les travailleurs.
Mais je me demandais quelle phase de transition tu pensais vous pensiez entre ces deux phases-là. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre. Et j'ai un peu l'impression que quand vous parlez de 1946 comme un épisode révolutionnaire, en fait, c'est un peu du réformisme derrière. Et je me dis, c'est un peu nier la nature même de la bourgeoisie, c'est-à-dire une classe sociale consciente d'être une classe sociale et qui a finalement une finalité, qui est une classe qui assassine, qui tue, qui maltraite, qui exploite et qui n'hésitera pas à sortir les fusils contre n'importe quel gouvernement, aussi démocratiquement élu soit-il, comme ça a déjà été le cas dans l'histoire, notamment je pense au Chili par exemple. Et donc je me demande si c'est vraiment finalement le meilleur moyen, le réformisme, et par le pouvoir légitime et reconnu par l'État, reconnu comme légitime par l'État, de passer finalement à cette transition au salaire à vie. Voilà. Ok, merci. Qui commence? Je peux démarrer. Sur le constat fait de l'absence de souhait d'accéder au statut de cheminot, moi je n'en suis pas surpris. Hein. D'une part parce que les organisations syndicales qui ont construit ce statut jusqu'à présent n'ont pas proposé sa généralisation à tous. Le mode même assez spontané, ça a été corrigé, mais enfin le mode assez spontané de défense du statut des cheminots, au départ, ça a été on n'est pas aussi privilégié que la propagande le fait croire. Alors, ce qui est juste s'agissant de la nécessité de contester la propagande sur je sais quoi, les billets pour les arrière-grands-parents ou je ne sais trop quoi. Mais dire qu'on c'est se tirer une balle dans le pied hein, que de dire on n'est pas finalement une situation très différente des autres. Si, c'est supposer donc que le statut, c'est pas grand-chose. Hein. Et puis, une autre façon de défendre le statut qui est de dire on a des servitudes spécifiques, c'est normal qu'on ait un statut spécifique, ce qui est totalement inaudible. Hein. Qui n'a pas aujourd'hui de servitude spécifique, hein, et sans statut pourtant. Donc, je suis entièrement d'accord que la seule sortie par le haut du conflit, c'est de se battre pour la généralisation à tous d'un salaire lié à la personne et non pas au poste de travail. Mais ne soyons pas surpris que ça rencontre pour le moment un écho minoritaire. Parce que les idées dominantes sont les idées de la classe dominante, comme disait Marx. L'idée que chacun soit titulaire d'un salaire, que chacun soit reconnu comme producteur de valeur économique, c'est quelque chose qui est complètement passé sous silence et disqualifié complètement par la bourgeoisie. Et donc, bien sûr que les salariés de Carrefour, spontanément, n'ont pas comme objectif le maintien de leur salaire et l'idée qu'ils échappent au marché du travail. C'est à construire ça. Hein. De même, pour en venir à la question de l'appropriation de l'outil, ça ne peut pas se faire en 5 minutes. La transition, elle est forcément très longue parce que la conviction spontanée des travailleurs, c'est qu'ils ne sont pas dignes de diriger les entreprises. Et ils ont été formatés pour ça par 10, 12 ans de scolarité où ils ont eu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de consolation. C'est-à-dire où le système des notes les a convaincus qu'ils sont indignes. L'école, c'est quand même d'abord une immense machine à convaincre que l'on est indigne. Et donc, sortir de cette indignité complètement construite hein, dans la socialisation scolaire, ça suppose tout un travail politique hein, sur l'illégitimité
des employeurs, l'inutilité de demander du travail à quelqu'un, l'illégitimité des prêteurs. On ne va évidemment pas rembourser les dettes de l'investissement pour pouvoir financer nous-mêmes l'investissement dans des caisses que nous gérerons nous-mêmes par de la subvention, pour qui est propriété patrimoniale non lucrative des lotis et donc propriété d'usage par les travailleurs. Tout ça, il y a déjà là. Hein, maintenant, sur la transition, bienvenue au club. Moi, je suis, comme aurait dit Marchais, je suis un intellectuel derrière mon bureau. C'est une position qui est absolument nécessaire. Je crois qu'il faut des intellectuels, mais en même temps qui n'est pas suffisante. Je crois que c'est à nous de nous emparer d'un désir. C'est ça, il faut d'abord rendre désirable. Quand il n'y a pas de désir, on ne peut pas faire de politique. Il s'agit de rendre désirable le fait que nous soyons les maîtres de notre travail, que nous soyons les propriétaires des entreprises, que nous ayons un salaire à vie lié à notre personne, que nous soyons sortis de l'aléa du marché du travail, du chantage à l'emploi, du chantage à la dette, etc. Rendre tout cela désirable. Et puis, au fur et à mesure des luttes, et la création par ces jeunes diplômés en situation de refus du marché du travail, la création de boîtes alternatives, ça fait partie des luttes. Ce n'est pas les seules, mais ça fait partie des luttes. Et puis, des luttes de fonctionnaires, de travailleurs d'entreprises privées qui doivent bouger et qui, à mon avis, vont bouger. Parce que il y a une telle évidence de l'échec des mots d'ordre et des formes. Ça a été mis en discussion sur les manifs par les premières interventions. Il y a un tel échec des mots d'ordre et des formes de lutte depuis 40 ans que moi, qui rencontre beaucoup de syndicalistes, qui suis invité à des formations syndicales, hier encore à Carcassonne par la FSU, la conscience qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut s'auto-organiser, que maintenant les choses se jouent dans le fait que les travailleurs récusent le management, s'organisent s'auto-organisent pour produire. C'est ça qu'il faut maintenant mettre en place. Mais j'ai pas de recette. Hein. Je peux simplement indiquer une forme de boussole, si on veut. Hein. Mais j'ai pas de recette. Hein. Alors, je savais bien qu'en abordant cette question de la violence, ça allait créer des réactions. En même temps, je l'ai fait exprès parce que je pense qu'il faut qu'on en discute et qu'on en discute tous et qu'on se pose ces questions et que justement pour que ce ne soit pas quelque chose qui divise, mais que ce soit quelque chose qui soit réfléchi. Parce que au bout du compte, finalement, et c'est d'ailleurs ce que certaines organisations font comme critique au Black Bloc, c'est que ça sert le gouvernement. Oui, ça sert le gouvernement si ce que ça a pour effet de créer, c'est de diviser. Mais si ça ne divise pas, parce que ça aura été réfléchi, discuté, etc., eh bien, ça peut être beaucoup plus efficace et aussi, il faut voir que cette question du McDo et des violences qu'il y a eu le 1er mai, elles ont fait l'objet de débats à l'intérieur même hein, du cortège de tête, etc. Il y en a plein qui n'étaient pas d'accord, qui pensaient que ce n'était pas du tout une bonne idée. Donc, ils n'ont pas décidé, voilà. Et par ailleurs, moi, il se trouve que j'y étais, juste à côté du McDo. Parce que ce jour-là, c'était là. Enfin, je n'avais pas l'intention de casser le McDo. Hein. Je suis vachement trop trouillarde pour ça. Hein. Voilà, j'étais juste. Voilà, moi, je manifeste de fait dans ce qu'on appelle le cortège de tête, tout simplement parce que mes potes, ils sont là-bas, parce qu'il y a la fanfare invisible, parce que, comme plein de gens, ils vont, et puis parce que je me reconnais pas dans une des organisations syndicales, donc je vais devant. Et le 1er mai, à Paris, c'était 14 000, donc c'était un grand devant, vous voyez. Et puis, en fait, moi, j'étais là avec des copines, et puis il y en a une qui avait des gamins aussi, à côté du McDo. On était quoi, enfin, je sais pas, même pas 10 mètres, enfin, vraiment, on les a vus casser le McDo. J'ai pas eu peur, hein, on a continué à avancer, et puis après on a vu arriver les CRS, on s'est pris de la lacrymo jusque-là, et puis après ils ont coursé les gens, et puis on a vu des vieilles personnes qui étaient poursuivies, qui essayaient de passer sur les grilles et heureusement il y a des gens qui leur ont ouvert.
Et là, ouais, j'ai eu la trouille. Là, je me suis carapatée comme une grosse trouillarde. Mais c'était pas le McDo, c'était la réaction. En même temps, bon, je peux comprendre que le rôle de la police, ce soit de défendre les biens et les personnes. Je comprends. Mais il y a aussi, enfin, c'est voilà, mais c'est plus. Donc en fait, on est dans une scénographie où on se retrouve avec des situations de violence qui sont de fait débattues à l'intérieur de ceux qui peuvent en avoir recours parce qu'ils ont conscience du problème. D'ailleurs, il y a eu un beau texte, je ne sais pas si vous avez vu, qui a été publié après, où ils ont dit on n'aurait pas dû faire ça, on n'aurait pas dû faire ça. On a effectivement empêché la manif, c'était une mauvaise idée. Enfin, il y a toute une partie qui ont dit ok, on a fait une connerie d'une certaine façon. Faut reconnaître aussi qu'ils l'ont dit à ce moment-là. Mais il n'empêche que c'est pour ça que moi, quand j'avais réagi, j'avais repris du Jaurès. Jaurès, en 1906, c'est un moment de très grande mobilisation. La catastrophe de Courrières a fait des centaines de morts dans les mines du Nord. Et là, il y a un mouvement d'abord des mineurs, puis de l'ensemble du monde ouvrier, une grève générale très importante, un mouvement massif, et qui s'accompagne de violences, et qui s'accompagne de violences locales, qui, alors là, elles sont le fait parfois de syndicalistes CGT, mais parfois non, parce que d'autant qu'en plus, elle est juste en formation, donc on ne sait pas très bien. Il y a un château qui est brûlé, etc. Et le gouvernement... Clémenceau essaie de s'en saisir pour attaquer Jaurès et pour dénigrer le mouvement ouvrier. Et Jaurès dit non, je ne suis pas favorable à ces violences, me faites pas dire que j'appelle à la violence, non, mais en revanche, je ne retournerai pas ma colère contre eux, ma colère restera toujours contre les patrons, ma colère restera toujours contre ceux qui exploitent. Et ça, je pense que c'est important de garder toujours ça à l'œuvre. Et c'est pour ça qu'il faut pas que, c'est pour ça qu'il faut qu'on en discute. Et ouais, on s'engueulera parfois. On s'engueulera parce qu'il y a des cultures politiques différentes, parce qu'il y a des traditions différentes. Mais c'est pas très grave parce qu'au bout du compte, on a les mêmes objectifs, etc. Mais si on ne discute pas de ces questions, on ne les pose pas. Et moi-même, ça m'arrive quand on confronte, je dis ouais, là-dessus, tu as raison. Je dois exagérer. Puis, enfin. On n'est pas monolithique, mais qu'on en discute, qu'on n'ait pas peur d'aborder cette question. Parce que si nous, on a peur d'aborder cette question, vous imaginez comment ça laisse la possibilité ça fait le lit de l'impuissance. Hein. On va pousser un peu jusqu'à écart, on va compter sur vous pour être hyper efficace après, pour ranger toutes les chaises en moins d'un quart d'heure. Mais du coup, on va prendre une dernière salve de questions, 3-4 questions. Parce que sinon, c'est vraiment trop frustrant. Bonjour, merci de vos interventions. Je voulais d'abord dire que le fait de qualifier de violence ce dont on parle est aussi symptomatique d'une forte régression. La violence révolutionnaire, à d'autres époques, elle s'est attaquée aux personnes. Là, on parle de s'attaquer à des symboles, et à mon sens, on n'est pas dans une action violente, on est dans des actions symboliques. Mais bon, passons sur cet élément-là. Ce qui m'interpellait, c'était un slogan, une revendication qui était portée, qui était celle de la convergence des luttes. Et en ce sens, elle me semblait au moins incomplète dans sa revendication que sociologiquement, on constate que des luttes convergent et que donc elles se découvrent à elles-mêmes un même objet, c'est quelque chose que l'on peut faire. Que l'on revendique une convergence des luttes, et je pense que c'est ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas découvert que ces luttes avaient un même objet et un même ennemi. Et que donc on demande la conscience qu'il y a une attaque, en particulier la succession d'attaques contre les cheminots, en ce moment sur les retraités, sur les fonctionnaires, en suivant sur la retraite et la protection sociale, qu'il n'y ait aucune conscience qu'il y a un programme qui est mis en œuvre. Certains parlent de Thatcher avec les mineurs, et que donc à ce moment-là, il ne s'agit pas de soutenir les cheminots, il ne s'agit pas de soutenir les fonctionnaires, il ne s'agit pas de soutenir la protection sociale, il s'agit qu'il y ait une action, une conscience, qu'il y a un programme unique qui s'applique à tout le monde. Et effectivement, je suis d'accord, à un moment donné, quand il y avait les intermittents du spectacle qui défendaient leur régime, la moindre des choses, c'est qu'ils revendiquent ce régime de l'intermittence pour tous. Effectivement, la faiblesse, c'est la vision qui est une vision étroite, qu'il n'y a pas un programme global qui s'applique. Et quand chacun demande
à demander, à ne pas généraliser voilà, et je pense que c'est une faiblesse. Et qu'aujourd'hui, voilà. Bon, enfin, je crois que c'est pas la peine d'en rajouter. Ça marche, merci. Une autre question? Merci. Justement, une question d'un point de vue strictement historique. On a là justement ce grand débat et ce grand antagonisme entre les syndicats et les Black Blocs un peu plus violents que les autres. On évoquait tout à l'heure l'opposition entre la SFIO et la CGT anarchiste révolutionnaire. On peut remonter jusqu'à la première internationale avec Marx et ses opposants. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que ces débats, c'est vraiment le même cheminement historique et le même antagonisme dont on n'arrive pas à sortir depuis maintenant 2 siècles, ou est-ce que c'est abusif de penser que c'est la même chose et qu'il y a quand même des nuances et que historiquement, c'est pas exactement les mêmes processus et donc pas exactement les mêmes réponses qu'il faut donner? Yes, merci. Une autre question? Le micro arrive. Dans un silence. Allez, à toi. Merci. Ouais, ça marche. D'accord. Donc je trouve que défendre une idée sur défendre des idées, construire des idées. Ouais, mets le prêt. D'accord. Voilà. Construire des idées, c'est une bonne chose, mais à mon avis, c'est quand même raté l'essentiel des mouvements que vous avez évoqués, donc la Révolution française, 1789, 1830, 1848, 1870, 1946 et 1968, qui sont à chaque fois des révolutions, mais qui ne sont pas uniquement dues à une petite élite qui a des idées, mais c'est aussi à une large diffusion des idées et une contestation, à une opposition contre un État. Et cette contestation, ce mouvement de masse qui se crée, c'est face à un opposant, les gens vont développer une conscience. Et effectivement, l'effervescence que vous évoquez à chaque fois, elle se construit aussi à ce moment-là. Il y a souvent des mouvements d'apathie qui étaient juste avant ces mouvements révolutionnaires et qui ne laissaient pas voir ces révolutions. Donc ces révolutions sont d'une certaine mesure imprévisibles. Et pourtant, elles arrivent. Et donc aujourd'hui, même lorsqu'on porte des volontés justement de créer des mouvements comme par exemple la convergence des luttes, on paraît effectivement des illuminés qui parlons de choses qui ne paraissent pas évidentes à tout le monde, parce que qu'est-ce que fait le gouvernement? Le gouvernement explique effectivement qu'il s'attaque aux cheminots, qu'il fait une réforme sur l'université, que ce sont plein de choses différentes, qu'il n'y a rien à voir les uns avec les autres. Pourtant si, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement libéral contre certains acquis sociaux, contre des conquêtes sociales. Ces conquêtes sociales, elles ont été construites. Et donc, en fait, là où je veux en venir, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, pour certains, on paraît des huluberlus à parler de convergence des luttes, à parler de vouloir changer une société, et parce qu'effectivement, ce ne sont pas juste l'enjeu, c'est pas uniquement la question du salaire, comme vous le montrez bien, c'est vraiment la question d'un changement de société. C'est à travers le salaire, on va changer radicalement non seulement le salaire, donc comment on va gagner notre vie, mais également les rapports économiques qui structurent la société. Yes, merci. Du coup, allez, une dernière. Oui, vous concluez tout à l'heure en disant on a les mêmes objectifs, du côté donc des dominés. Moi, je ne suis pas si sûre, et ça rejoint la question de la convergence et la question qui a été évoquée tout à l'heure. Et moi, je pense en effet que ça rejoint aussi ce que vous disiez, Monsieur Friot, en disant si on se bagarre pour la cause des adversaires, c'est sûr qu'on ne va pas gagner. Et je pense que malheureusement, on est quand même très nombreux à être pollués ou, je ne sais pas, gangrénés par l'idéologie dominante et par les choix des valeurs capitalistes, et donc de n'être pas tout à fait entièrement résolus à nous battre d'une manière ou d'une autre, plus ou moins violente, mais en tout cas à nous battre tout simplement pour ce qui fait notre intérêt. Notre intérêt n'est pas forcément identifié. Peut-être pas ceux qui sont là aujourd'hui, mais... On n'a pas le temps. Ok, merci. Non. Allez, mini. Et l'international dans tout ça, est-ce que pour une convergence de lutte, voilà, juste une question. Je méfie toujours des dernières petites questions parce que c'est les pires. Sur la seconde, je botte en touche sur est-ce que nous avons toujours le même type d'opposition interne aux mobilisations? Ça, je pense que je vais laisser ça
à Mathilde. Je ne sais pas répondre à ça. L'international, je vais laisser tomber aussi. Mais sur les deux questions, l'unicité des mots d'ordre, moi je pense qu'effectivement, j'y ai assisté dans un moment, dans une de mes interventions. Hein. Il y a bien du commun dans les conflits à l'université, chez les cheminots, dans les plans de licenciement, dans la réforme annoncée des retraites, ce qu'il y a de commun, c'est le fait que le salaire devienne un attribut de la personne. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment ni réfléchi, ni proposé, ni rendu désirable par les actions, les mobilisations et les organisations. Sur l'imprévisibilité des révolutions, oui, raison de plus pour les préparer en permanence, hein, c'est-à-dire, et ça rejoint la troisième intervention, c'est-à-dire construire l'autonomie du récit et de l'agenda, hein, parce que l'intériorisation du récit et de l'agenda capitaliste est considérable. Et donc, en permanence, nous devons faire un travail de fourmi, hein, dans la mobilisation au quotidien et dans un travail, je ne sais pas comment appeler ça, d'éducation populaire, si on veut, ou d'auto-formation populaire, etc., pour construire l'autonomie de nos récits et l'autonomie de nos agendas. Alors, pour répondre super vite fait à la question de monsieur au fond, mais comme je n'ai pas vu qui parlait, sur est-ce que c'est toujours la même chose qu'on retrouve, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des paradigmes qu'on retrouve, il y a des questions qu'on retrouve, place de l'État, justement recours ou pas à la violence. Donc, il va y avoir des cadres, mais ils sont à chaque fois réactualisés dans chacune des luttes, et cette réactualisation pose de façon nouvelle le débat. D'où l'impression à la fois d'un déjà-vu à chaque fois, et en même temps de la question qui se repose. Donc après, il faudrait regarder dans le détail, hein, mais c'est les deux, c'est pas l'un ou l'autre. Souvent, moi, on me pose toujours des questions, c'est l'un ou l'autre. Bah, en fait, c'est les deux toujours, donc enfin, très souvent, quoi. Sur est-ce qu'il n'y a pas, enfin, vous dites qu'il y a des apathies avant les révolutions. Alors non, en fait, tout processus révolutionnaire est précédé d'une montée en puissance. C'est net avant la Révolution française, c'est net avant 1830, c'est net avant 1840. De toute façon, en fait, effectivement, on ne les voit pas venir, et quoique, il y en a un certain nombre qui les voient venir. Mais en fait, quand on regarde, quand on en fait l'histoire, les périodes pré-révolutionnaires sont des périodes de montée en puissance, de luttes éparses, et qui vont effectivement, paf, coaguler un moment dans un cas particulier qui est la naissance de l'événement, qui est une rupture finalement. Mais il n'y a pas d'apathie avant. La France sommeille, c'est du grand n'importe quoi, parce qu'au moment où il écrit ça, il y a des ouvriers en lutte et des paysans en lutte à Nantes. En fait, 67, enfin, le mai 68 est précédé d'une montée en conflictualité extrêmement importante. Donc la montée en conflictualité, elle est là. Simplement, certains ne vont pas la voir, et pour ne pas la voir, vont parler d'apathie. Pour l'international, oui, bien sûr, l'international. Bon, moi, je suis profondément internationaliste. Donc après, là, je sors de... Là, je pense que de toute façon, on ne peut pas s'en tirer sans l'international. Mais après, historiquement, les moments où, de fait, on a été le plus efficace, et le plus efficace, il y a cet élément de faire peur, c'est aussi quand l'international, enfin, ça fonctionne, en fait. La logique, si on doit abandonner, en plus de toute façon maintenant ça n'a plus vraiment de sens au bout du compte, enfin, la fermeture nationale n'a plus réellement de sens, donc l'international. Et juste parce que j'ai entendu enfin c'était pas au micro, mais évidemment les quartiers, tant qu'on ne fera pas le lien avec ce qu'on appelle les quartiers, donc les classes populaires, et essentiellement les classes populaires racisées en marge des villes, on n'arrivera à rien. Et c'est marrant parce que, je ne sais pas si maintenant, elle n'a pas dû être jouée ici, mais a été jouée à Paris une pièce qui est très inspirée des travaux de Bernard, qui s'appelle Amargy, qui est une pièce de Judith Bernard. Et c'est génial ce truc, il faut absolument aller le voir. D'abord, ça vous explique la dette et la monnaie. Après, ça fait l'histoire et ça montre, c'est l'illustration parfaite que l'histoire
nécessaire pour réarmer le futur. Parce qu'elle a besoin de passer par l'histoire pour donner envie de changer les choses. Et après, elle passe dans la société rêvée. Elle y passe par les livres, etc. Mais elle y passe aussi par justement le recours il y a une émeute, des émeutes, il y a à Paris une occupation des places, un truc nuit debout, et puis les quartiers se soulèvent, et il y a cette présence des quartiers. Et après, il y a la société, et juste on se dit, on aimerait bien vivre dans cette société. Si jamais elle se joue ici, vous pouvez la voir, allez la voir. C'est super, c'est hyper drôle, c'est hyper pédagogique, on peut emmener des classes, enfin, non mais c'est vrai, c'est à Margy, ça s'appelle, non, c'est pas une contre-histoire, c'est Anti-tragédie de la dette, à Margy, A-M-R-G-I, point d'exclamation. voilà. Ok, ben merci beaucoup à tous les deux en tout cas.